Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui au cours numéro 4 qui va porter sur les interactions dans le monde vivant. Nous, en tant qu'êtres humains, quand on regarde la nature, on va avoir tendance à découper le monde en éléments disjoints. Et par exemple, quand on regarde un arc-en-ciel, on pense aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est totalement continu. Mais on a tendance à découper en éléments discrets. Et ensuite, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on essaye de reconnecter ces morceaux, de trouver des interactions pour essayer de mieux appréhender ce monde. François Jacob, en 70, dans son livre « La logique du vivant », disait que dans les années 70, le monde était message, code, information, et il se demandait quelle dissection demain disloquera nos objets pour les recomposer en un espace neuf. Nous, en tant que biologistes, en tant que chercheurs, on est forcément influencés par le monde dans lequel on vit. Lui, à son époque, il y avait cette notion d'information qui était très importante et qui a conduit au développement du concept de code génétique ou de programme génétique. Et vous voyez ici le pourcentage d'articles dans la base de données PubMed qui contient les articles de biologie qu'on peut trouver sur Internet. Et vous voyez que le pourcentage d'articles qui portent le mot information a augmenté au cours du temps, depuis les années 60. Et aujourd'hui, on a environ 10% des articles qui comportent le mot information dans le texte. Et un peu plus tard, vous voyez, à partir des années 70-80, on a le mot network pour réseau qui a commencé à aussi prendre de l'ampleur en biologie. Et vous voyez que c'est lié, on peut le lier à l'apparition du réseau ARPANET aux États-Unis, qui reliait plusieurs centres de recherche américains, qui a été développé à la fin des années 60 et surtout mis en place au début des années 70, et qui permettait le transfert de paquets de données informatiques. C'était vraiment le tout début du développement d'Internet. Et donc suite à ça, en parallèle de ça, on pourrait dire, le mot network, cette idée d'interconnexion a pris de l'ampleur et est aujourd'hui de plus en plus importante dans les recherches qui portent sur le monde vivant. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser justement à toutes ces interactions qu'on observe et tous ces échanges, et on va les voir à différents niveaux. Tout d'abord, les interactions métaboliques qui concernent des molécules qui sont échangées entre individus. Ensuite, on s'intéressera aux autres types d'échanges et de relations qui existent entre les individus, notamment la symbiose et d'autres. Ensuite, on s'intéressera à des échanges à l'intérieur de la cellule. On verra l'exemple de Buchnera et des mitochondries. Et ensuite, on s'intéressera à des transferts de matériel génétique entre individus et entre espèces. Et puis finalement, pour conclure, on verra que l'arbre du vivant n'est pas vraiment un arbre, c'est plutôt un réseau avec de nombreuses interconnexions. Et que chaque être vivant n'est pas juste l'extrémité d'un lignage isolé, il est aussi une mosaïque de différents éléments qui ont été assemblés au cours de son histoire. Donc tout d'abord, les interactions et les échanges métaboliques. Charles Darwin était déjà très conscient de ces interactions, et donc dans le livre « L'origine des espèces », il écrit que il est intéressant de contempler une berge enchevêtrée, recouverte de nombreuses plantes de toutes sortes, avec des oiseaux qui chantent sur les buissons, des insectes variés qui voltigent, et des vers qui rampent dans la terre humide, et de réfléchir au fait que ces formes élaborées, si différentes les unes des autres, et dépendant les unes des autres de manière si complexe, ont toutes été produites par des lois agissant autour de nous. Donc nous, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce cours, c'est regarder ces dépendances qui existent entre les espèces et entre les êtres vivants. Donc par exemple, si on regarde l'être humain, on a différents éléments qu'on est obligé d'obtenir dans notre milieu de vie et qui sont nécessaires à notre survie. Donc par exemple, l'eau, le soleil aussi, les photons sont requis à la surface de la peau pour produire la vitamine D. On a aussi besoin de minéraux, certains en quantité relativement importante, comme le calcium, le chlore, le soufre, le potassium, le sodium, le magnésium ou le phosphore, et d'autres en quantité moins importante, mais qui sont néanmoins indispensables pour le bon fonctionnement de nos enzymes et d'autres processus à l'intérieur de notre corps. Donc ce sont ce qu'on appelle les oligo-éléments, comme le fluor, le cobalt, le chrome, le cuivre, l'iode. On a également besoin de glucides, de lipides et de protéines. Et les protéines sont constituées d'acides aminés
Et nous, il y a certains acides aminés qu'on est incapable de produire nous-mêmes. On est obligé de se les fournir dans notre alimentation par les plantes ou par les animaux. Donc, par exemple, on est incapable de produire la lysine, la méthionine, la phénolynine, l'alanine. Donc, on a 9 acides aminés qu'on n'est pas capable de produire sur les 20. Et donc, on a besoin de se les procurer via notre nourriture. On a également les vitamines, qui sont aussi des constituants importants de notre corps que l'on n'est pas capable de produire. Donc, au cours de l'évolution de la vie, donc, il y a eu un moment formation de ces voies métaboliques avec toutes ces enzymes capables de fabriquer ces molécules complexes. Et au cours de notre évolution, il y a eu perte de ces gènes qui fait que nous, même si nos ancêtres très anciens étaient capables de fabriquer ces acides aminés et de fabriquer ces vitamines, ça a été perdu au cours de notre évolution et donc maintenant on est dépendant d'autres êtres vivants pour se les procurer. Et donc toutes ces molécules vont être utilisées pour fabriquer les différentes molécules de notre corps. Il y a plusieurs centaines de molécules qui sont fabriquées dans notre corps et il y en a une cinquantaine qu'on n'est pas capable de produire et qu'on est obligé de recevoir du milieu extérieur. Et ça va être aussi utile pour tout ce qui est mouvement, pour produire de l'énergie, etc. Et on rejette du CO2, de l'eau, les urines et les sels. Donc, si on regarde les nourritures traditionnelles, les pratiques alimentaires traditionnelles, et qu'on s'intéresse à des périodes dans le temps ou des régions où les personnes n'avaient pas accès à des aliments d'origine animale, souvent on trouve des plats traditionnels avec un mélange de céréales et de légumineuses. Et ça s'explique du point de vue de ce que cette nourriture fournit en acides aminés essentiels, parce que dans les céréales, il y a un manque de lysine, il n'y a pas assez d'acides aminés lysine, et dans les légumineuses, il n'y a pas assez de méthionine, mais par contre, en combinant les deux, on peut avoir des plats qui nous fournissent tous les acides aminés dont on a besoin pour vivre. Et donc, par exemple, en Inde, il y a un mélange de riz et de lentilles. En Amérique centrale aussi, riz avec haricots rouges qui sont retrouvés, ou aussi en Extrême-Orient. En Afrique tropicale, on trouve un mélange de millet, sorgho, niébé avec des pois. Voilà, donc à chaque fois, on a ce mélange légumineuses céréales qu'on retrouve dans différentes régions du monde. Après, donc, je voudrais vous parler aussi d'un cas un peu extrême. Donc, c'est un exemple en Belgique où un bébé de 7 mois est mort parce que ses parents l'avaient nourri exclusivement avec du lait végétal depuis ses 3 mois. Donc c'était des parents qui tenaient un magasin bio, qui tenaient vraiment à la nourriture bio. Ils ont vu que leur enfant, ils avaient l'impression que leur enfant avait du mal à supporter le lait maternel. Et donc ils se sont dit, on va lui donner du lait végétal. Mais dans le lait végétal, il n'y a pas tous les constituants nécessaires à la survie d'un enfant. Et donc l'enfant vomissait, ils se sont dit, on va l'amener chez le médecin. Donc ils sont allés voir un médecin qui habitait à 1 heure de route de chez eux. Le médecin leur a dit vite, allez tout de suite à l'hôpital, votre bébé est très malade. Et sur le chemin de l'hôpital, le bébé est décédé. Donc, voilà, c'est un cas vraiment extrême. Et les parents ont dit qu'eux, ils avaient fait tout ce qu'ils pensaient bien faire pour leur enfant. Ils se réveillaient la nuit, ils leur donnaient à manger. Mais bon, tout ça pour expliquer que dans notre monde, on peut ne pas se rendre compte qu'on est dépendant d'autres êtres vivants et qu'il y a certains constituants dont on a besoin, qu'on ne peut pas avoir seulement dans du lait végétal, on a besoin d'autres substances. Donc c'est un cas qui s'est passé en Belgique, mais il y a eu aussi des nourrissons qui sont morts en France aussi, qui ont été mal nourris, qui n'ont pas eu la nourriture qu'il leur fallait. Donc l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc a élaboré des recommandations. Et donc pour les bébés qui ont moins d'1 an, les boissons courantes, qu'elles soient d'origine végétale ou animale, ne conviennent pas. On ne peut pas leur substituer au lait maternel et au lait infantile premier et deuxième âge, qui eux contiennent toutes les substances dont les nourrissons ont besoin pour se développer. Maintenant, quand on regarde un pissenlit et qu'on regarde tous les éléments nécessaires à la vie d'un pissenlit, vous voyez qu'il y a besoin de beaucoup moins de choses par rapport à un être humain. Donc il y a besoin de soleil, de CO2, d'oxygène, et aussi de quelques sels minéraux, donc certains en quantité plus importante que d'autres. Mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de matière organique, il n'y a pas besoin de composés contenant du carbone. Donc les plantes qui réalisent la photosynthèse
sont des plantes qu'on dit auxotrophes pour le carbone. Elles n'ont pas besoin d'autres êtres vivants pour fabriquer leur matière organique à base de carbone. Elles peuvent utiliser directement le CO2 de l'atmosphère pour fabriquer leur matière organique. Contrairement à nous, les animaux, on a vraiment besoin de matière carbonée et de se fournir en matière carbonée produite par d'autres êtres vivants comme les plantes ou les animaux. Donc c'est vraiment une différence importante. Donc après, donc, si on regarde ces interactions, donc là on a l'impression qu'on a ce monde non vivant et ces éléments qui vont être utilisés pour le vivant. En fait, on a des interactions constantes entre le monde vivant et le monde non vivant. Et pour illustrer ça, donc j'ai pris l'exemple des minéraux naturels, donc les espèces minérales qui sont classées par l'Association internationale de minéralogie, qui essaye de recenser tous les constituants qu'on peut trouver dans la nature, qui ont une composition chimique précise et une structure atomique ordonnée. Donc, ce sont des espèces minérales. Donc, à la fin de 2022, ils en avaient répertorié plus de 5000, donc 5659, recensés par cette association. Et vous pouvez aller sur leur site pour avoir une liste de tous ces constituants et trouver quelle est leur origine, où est-ce qu'on les trouve, quelle est leur formule chimique. Donc, par exemple, on peut citer le graphite ou le diamant, qui sont constitués exclusivement de carbone. Et le diamant, lui, est formé à beaucoup plus forte pression et température. Sa structure cristallographique est cubique, alors que le graphite, donc, qui est constitué exactement aussi de carbone, a lui une structure cristallographique qui est hexagonale. Donc on peut avoir donc, des constituants formés de la même composition chimique, mais avec des structures atomiques différentes. On peut aussi avoir des espèces minérales qui ont la même composition chimique, mais qui sont d'origine différente. Par exemple, l'hydroxyapatite, on peut la trouver dans des roches formées naturellement. On la trouve aussi dans les défenses d'éléphants, dans la dentine ou dans nos dents aussi. D'accord, la dentine qu'on a dans les dents, elle est constituée à environ 70% d'hydroxyapatite. Donc là, on a une espèce minérale qui est formée à la fois par des espèces vivantes et aussi par des processus naturels n'impliquant pas des êtres vivants. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment on définit une espèce minérale. Et en regardant les définitions utilisées par cette Association internationale de la minéralogie, on s'aperçoit qu'il est difficile de séparer le monde vivant des minéraux. Donc, la classification, donc, pour être considérée comme une espèce minérale, donc, les chercheurs excluent les substances qui sont fabriquées par les humains, celles qui sont issues de la combustion ou celles qui sont formées par l'action de l'air ou de l'eau sur des surfaces anthropiques, pour essayer de vraiment regarder des constituants qui peuvent se former naturellement. Mais ils incluent dedans les constituants qui se forment suite à l'exploitation de mines ou de carrières, si jamais leur formation s'est faite suite à l'exposition à l'atmosphère ou aux effets des eaux souterraines. Et ils incluent aussi les substances produites par des êtres vivants, si elles peuvent aussi se produire, être formées par des processus géochimiques comme l'hydroxyapatite. Et donc il y a eu un article publié l'année dernière qui est très intéressant, qui reprend toutes les espèces minérales qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui et essayer de voir quand est-ce qu'elles se sont formées au cours de l'évolution sur la Terre. Donc la plupart de ces espèces minérales, on les trouve dans la zone critique, d'accord ? Donc cette fine pellicule qui recouvre la surface de la Terre, qui comprend les océans, les terres émergées et l'atmosphère. Et donc, il y a environ 4,4 milliards d'années, au tout début de la formation de la Terre, on pense qu'il y avait environ 700 espèces minéralogiques. Puis ensuite, avec la formation de l'eau, on est arrivé à 2000 espèces. Et vers 2 milliards d'années, il y a eu plus de 1000 nouvelles espèces minérales formées. Et ça, c'est lié au fait qu'il y ait eu une augmentation de la concentration d'oxygène dans l'air liée à la photosynthèse et liée aux premiers êtres vivants qui étaient capables de réaliser cette photosynthèse. Et donc on voit que ces espèces minérales, donc on les considère comme étant formées naturellement, mais vous voyez qu'indirectement, elles sont liées à la présence d'êtres vivants qui ont fait augmenter la quantité d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, sur les plus de 5600, donc même on pense qu'aujourd'hui, il y en a environ 5800 qui ont été identifiés. Il y en a un tiers qui n'existerait pas sans le monde vivant. Donc même si on regarde ces composés-là, on voit qu'il y a eu une interaction entre le vivant et le non-vivant.
Donc maintenant, si on reprend l'ensemble des éléments nécessaires à l'être humain, donc vous voyez qu'on a besoin d'acides aminés, de certains lipides essentiels, de vitamines, on a besoin d'autres êtres vivants. Et nous, on est des omnivores, ça veut dire qu'on est capable de manger différentes plantes et différents animaux, alors que d'autres vont être plus spécialisés. Donc on distingue en biologie les espèces généralistes qui sont capables de se nourrir d'une grande variété d'espèces, de celles qui sont spécialistes comme le panda, qui est capable de manger plusieurs espèces de bambou, mais qui a une nourriture restreinte, qui se restreint à quelques espèces de bambou. Donc on appelle ça une espèce généraliste. Donc dans les eaux, on peut aussi leur donner d'autres types de nourriture. Ils peuvent aussi survivre en mangeant d'autres types de plantes ou même des petits insectes, mais dans leur milieu de vie naturel, leur nourriture est en majorité composée d'espèces de bambou, et c'est pourquoi on l'appelle une espèce spécialiste. À l'extrême, on trouve aussi des espèces qui sont spécialistes obligatoires, qui elles ne peuvent plus vivre sans les plantes ou les espèces dont elles se nourrissent. Et donc nous, au laboratoire, nous avons étudié une espèce spécialiste obligatoire qui s'appelle Drosophila pacea. Et cette espèce vit sur un cactus au Mexique qui s'appelle le cactus Senita. Et donc c'était un exemple qui était connu depuis les années 70 parce que les chercheurs avaient prélevé ces mouches et avaient voulu les cultiver au laboratoire en les mettant sur du milieu de mouches classique sur lesquels on élève naturellement les mouches. Et ils avaient vu qu'elles n'arrivaient pas à survivre. Il fallait leur rajouter des morceaux de cactus pour qu'elles puissent survivre et donner des descendants sur plusieurs générations. Et donc on a décidé de s'intéresser à cet exemple et d'essayer de comprendre ce qui fait qu'elles étaient devenues dépendantes de ce cactus. Donc c'est quelque chose qui est un phénomène quelque chose qui implique deux phénomènes. Donc cette drosophile, elle est devenue dépendante de ce cactus parce que ce cactus produit des dérivés du cholestérol qui sont déshydroxylés, voilà. Donc c'est des dérivés particuliers qu'on trouve uniquement dans cette plante, dans le désert de Sonora au Mexique. Et on a un deuxième phénomène, c'est que ce cactus produit des substances alcaloïdes toxiques. Et Drosophila pacea est l'une des rares espèces d'insectes qui a évolué une résistance à ces produits toxiques. Et du coup, c'est une des seules espèces qui peut vivre sur ce cactus. Donc elle n'est pas en compétition avec d'autres espèces. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est essayer de comprendre cette dépendance vis-à-vis du cactus. Et donc on est allé au Mexique avec mon collaborateur Michael Lang et on a collecté des mouches. Donc pour collecter des mouches, on utilise des bouteilles en plastique, comme ça, on fait une ouverture. Et dans la bouteille, on a mis des morceaux de cactus pourris pour les attirer. On dépose la bouteille ensuite au pied des cactus où on les accroche en l'air plutôt à l'ombre. Et ensuite, plusieurs jours plus tard, on revient et on peut récupérer les mouches qui sont à l'intérieur de la bouteille. On a une sorte d'aspirateur ici pour récupérer les mouches. Et ensuite, soit on peut les analyser vivantes ou analyser leur ADN. Donc nous, on a essayé de voir dans leur ADN comment on pouvait expliquer cette dépendance, ce qui faisait qu'elles ne pouvaient plus vivre sur du milieu normal au laboratoire. Et donc on a vu qu'elles avaient besoin d'un composé particulier. Donc ici, les mouches Drosophila pacea, quand on les compare avec des mouches mélanogastères telles que celles qu'on élève classiquement au laboratoire, elles ont besoin d'un composé particulier qu'on trouve dans le cactus, qui est le latostérol. Alors que normalement, les insectes utilisent du cholestérol. Et donc les insectes ont besoin de cholestérol, comme nous aussi, nous avons besoin de cholestérol. Donc on pense souvent que le cholestérol est négatif, il va augmenter le risque de maladie cardiovasculaire, mais on a aussi besoin de cholestérol dans toutes nos cellules. C'est important pour la rigidité de la membrane de nos cellules et c'est aussi important comme précurseur pour synthétiser les hormones stéroïdes. Donc chez les êtres humains, ce sont la testostérone ou les œstrogènes et chez les drosophiles, ce sont les ecdysones et ces hormones sont vraiment importantes pour le développement des insectes. Et ce qui est intéressant chez les insectes, c'est qu'eux n'ont pas la capacité de produire le cholestérol. Donc nous, on est capable de le produire, on a toutes les enzymes pour le produire, mais au cours de leur évolution, les insectes ont perdu la capacité à produire le cholestérol et donc ils ont besoin de se le procurer dans leur nourriture. Et en général, donc, les drosophiles trouvent du cholestérol ou d'autres dérivés dans leur nourriture et ce cholestérol va être modifié par une enzyme qui s'appelle Neverland, ou ici NVD, et c'est la première étape dans la voie de biosynthèse des hormones stéroïdes.
Et chez Drosophila pacea, quand on les élève dans du milieu qui contient du cholestérol, elles ne survivent pas, elles ne donnent pas de descendants, donc elles ne sont pas capables d'utiliser le cholestérol. Et donc on a étudié leur enzyme Neverland, et effectivement on a vu qu'elle était incapable d'utiliser le cholestérol. Il y avait eu plusieurs mutations qui étaient apparues au cours de l'évolution de Drosophila pacea qui font que cette enzyme n'est pas capable d'utiliser le cholestérol. Par contre, on a vu qu'elle était capable d'utiliser le latostérol, qui provient du cactus, et l'enzyme ancestrale, elle est aussi capable d'utiliser les deux constituants. Et donc ici, on a, du fait de mutations dans cette enzyme, l'incapacité d'utiliser le cholestérol, et du coup, Drosophila pacea, elle est obligée d'utiliser du latostérol, et elle le trouve uniquement dans ce cactus, parce qu'il n'y a pas d'autres plantes dans ce désert qui produit le latostérol. Après, le latostérol, c'est un composé qu'on trouve quand même dans certaines plantes, on en trouve par exemple dans les épinards. Donc il y a quelques plantes qui en produisent, mais c'est très rare. Et donc on s'est demandé comment il y avait eu des mutations qui étaient apparues chez cette espèce qui faisaient qu'elle était devenue dépendante du cactus et elle ne pouvait plus utiliser d'autres plantes. Et donc là, on s'est dit que c'était un cas qu'on pouvait étudier, qui était plus intéressant, enfin plus facile à étudier que nous, les pertes de voies métaboliques qu'on a eues au cours de notre évolution qui sont plus anciennes, parce que des espèces sœurs de cette drosophile sont toujours capables d'utiliser le cholestérol. Donc c'est des mutations qui ont eu lieu assez récemment. Et donc en étudiant leur génome, on s'est rendu compte que ces mutations, en fait, elles avaient été sélectionnées au cours de l'évolution. Il y avait des traces dans les génomes où on voyait qu'elles avaient été sélectionnées. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des mouches Drosophila melanogaster, on leur a enlevé leur gène Neverland endogène, et on leur a mis le gène Neverland de Drosophila pacea. Et là, on a vu que ces mouches, elles étaient capables de donner beaucoup plus de descendants sur du latostérol que quand elles ont leur gène Neverland de melanogaster. Donc en fait, ces mutations, elles ont sûrement été sélectionnées au cours de l'évolution parce qu'elles permettent une meilleure survie sur le cactus, même si en contrepartie, ça conduit aussi à la dépendance et à l'incapacité à utiliser le cholestérol. Donc grâce à cet exemple, on a vu qu'il y avait eu évolution d'une dépendance métabolique par adaptation et par mutation, donc plusieurs mutations dans un seul gène. Donc il suffit donc d'un seul gène pour expliquer une dépendance métabolique. Et là, on a vu que cette dépendance métabolique, elle avait été sélectionnée au cours de l'évolution. Et donc ça, c'est un exemple intéressant parce que ce cactus est une espèce protégée. Il n'y en a pas énormément dans le désert de Sonora. Et donc si ce cactus disparaît, on peut imaginer que cette espèce va aussi probablement disparaître, alors que c'est lié à des mutations qui, par contre, ont été sélectionnées au cours de l'évolution. Donc l'évolution, elle ne voit pas à long terme, elle voit à court terme, et voilà, quelque chose qui est adapté localement ou pendant un certain temps va pouvoir être sélectionné, même si à long terme, ça peut avoir des effets néfastes. Donc notre étude en fait a rappelé des anciens travaux d'André Lwoff à l'Institut Pasteur. Et André Lwoff a écrit ce livre très intéressant sur l'évolution des voies métaboliques en comparant différents micro-organismes, donc des bactéries, des champignons principalement. Et il s'est rendu compte qu'au cours de l'évolution, c'était un processus inéluctable de perte de voies métaboliques. Donc au cours de l'évolution, il y a de plus en plus de pertes de voies métaboliques et du coup de plus en plus de dépendance qui se crée entre les êtres vivants. Et ces travaux n'ont pas été très bien acceptés parce qu'il y avait cette idée que l'évolution est synonyme de progrès et on va avancer dans l'évolution, on va créer des choses de plus en plus complexes. Et lui, il a vu que du point de vue métabolique, on a plutôt des pertes et c'est plutôt petit à petit des pertes et du coup des interdépendances qui sont de plus en plus importantes. Et donc il explique dans son livre qu'il ne faut pas toujours s'intéresser à des gains et à des augmentations de la complexification. Et par exemple, nous, au cours de notre évolution, il y a eu perte de la queue, d'accord ? Nos ancêtres, les primates, avaient une queue, nous, on n'a plus de queue. Donc, parfois, il y a des évolutions qui sont des pertes, et il ne faut pas toujours les voir comme quelque chose de néfaste. Et ce qui est intéressant aussi, qu'il dit à la fin de son livre, c'est que le développement des sciences physiques permettra peut-être un jour d'introduire dans le patrimoine héréditaire un matériel qui contrebalancera la tendance naturelle à la dégradation. Et donc on verra un exemple après, tout à l'heure, de cas comme ça, avec des espèces qui vont récupérer des voies métaboliques. Ensuite, nous allons maintenant nous intéresser aux échanges qui peuvent avoir lieu entre les individus.
Donc si on regarde un individu pris dans la nature, cet individu va interagir avec des facteurs abiotiques et des facteurs biotiques. Donc les facteurs biotiques, ce sont ceux qui sont liés à d'autres êtres vivants, et les facteurs abiotiques liés à des choses qui ne sont pas liées aux êtres vivants, donc des facteurs climatiques, topographiques, liés au milieu aquatique ou liés au sol. On définit aussi les facteurs anthropiques liés aux êtres humains, comme la pollution ou la déforestation. Et donc nous, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les facteurs biotiques. Donc ça peut être des interactions avec d'autres individus de la même espèce, par exemple par de la compétition ou de l'effet de groupe, et ça peut être aussi des interactions avec d'autres espèces, et donc c'est ce qu'on va voir dans la diapo d'après. Donc ces interactions entre espèces peuvent être de différents types, et on les a classées selon l'effet des interactions sur ces espèces A et B. Quand les effets sont négatifs sur les deux espèces, on parle de compétition. Quand ils sont bénéfiques pour les deux espèces, on parle de mutualisme ou de symbiose. Quand ils sont bénéfiques pour une espèce et négatifs pour l'autre, on parle de prédation ou de parasitisme. Quand une espèce bénéficie de l'interaction et que l'autre il n'y a pas d'effet sur l'autre espèce, on parle de commensalisme. Par exemple, les bactéries qui sont sur notre peau n'ont pas d'influence sur nous, mais par contre, elles bénéficient d'un environnement particulier à la surface de notre peau. On a aussi des cas d'amensalisme, je vais vous montrer un exemple juste après, et des cas de neutralisme où on peut trouver des espèces qui coexistent, comme par exemple les mouflons et les chamois dans des massifs montagneux, et où apparemment on n'a pas trouvé d'effet bénéfique ou négatif sur l'une ou l'autre de ces espèces. Donc un cas d'amensalisme, c'est un cas où on va avoir une espèce qui est indifférente et l'autre est affectée négativement. Ça peut être la coexistence dans une forêt d'arbres et de plantes herbacées. Donc vous voyez par exemple ces jacinthes des bois, elles ne vont pas avoir accès à autant de lumière que si elles étaient en absence de ces arbres. Donc ces arbres ont un effet négatif sur ces plantes herbacées. Par contre, elles ont peu d'effet sur les arbres qui vont avoir des racines beaucoup plus grandes et ne vont pas être impactés par la présence de ces jacinthes. Pour la symbiose, ce sont des interactions extrêmement importantes dans le monde vivant. Donc Marc-André Sellos, qui va donner le séminaire suivant, va vous en parler bien plus longuement. Donc ici, j'ai choisi juste de l'illustrer avec un seul exemple. Donc une symbiose, c'est une association intime et durable entre deux espèces, et cette association va bénéficier aux deux. Donc par exemple, dans le cas du poisson clown qui vit toujours très proche d'une anémone, il y a une interaction qui est bénéfique pour les deux. Donc le poisson, lui, est protégé des prédateurs par l'anémone qui a des substances urticantes à ses extrémités et du coup qui va empêcher les prédateurs de venir dans cette zone. Et lui est immunisé vis-à-vis de ces substances urticantes. Et en contrepartie, le poisson va aussi protéger l'anémone de petits poissons prédateurs qui pourraient s'attaquer à l'anémone et va aussi, par ses déjections, fournir des nutriments à l'anémone. Donc on a ici une symbiose importante qu'on retrouve dans les récifs marins. On a aussi des symbioses importantes à l'échelle terrestre. Par exemple, les lichens recouvrent 8% de la surface terrestre et ces lichens sont constitués de deux espèces très différentes, des algues vertes qui réalisent la photosynthèse et qui produisent la matière organique, et des filaments de champignons qui ont un rôle de protection de toute la structure et de croissance. Donc ces interactions entre différentes espèces sont très importantes et participent à l'évolution des espèces. Donc, par exemple, les insectes qui mangent des graines au Japon qui se retrouvent à l'intérieur de ces fruits ont coévolué avec les fruits. Et vous voyez que quand les fruits sont devenus de plus en plus gros, les pièces buccales de ces insectes sont devenues de plus en plus grands pour aller atteindre les graines au fond du fruit. Donc on a des coévolutions importantes entre les plantes et entre les insectes liées à cette herbivorie. On peut aussi avoir des coévolutions très importantes chez les parasites. Donc ici, ce sont des coléoptères qui sont parasites des fourmis. Donc parasites des fourmis, je ne sais plus comment.
bon, j'ai plus le nom, enfin, donc des fourmis qui sont capables d'aller... bon, je trouve plus le mot, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, donc, ces coléoptères donc, ont des structures très particulières, voilà, anatomiques, avec des longues pattes, un corps effilé avec, vous voyez, des zones réduites du corps qui ressemblent un peu à la morphologie de la fourmi. Ils ont aussi des antennes qui sont recourbées, un corps qui est de couleur marron alors que leurs cousins sont plutôt noirs. Donc on a des changements anatomiques très importants. On a aussi des changements physiologiques avec parfois, donc, dans les cas qui ont été étudiés, production de certaines phéromones par des glandes par ces insectes, et aussi des changements comportementaux avec donc, ces insectes qui vont suivre les fourmis quand elles vont aller coloniser d'autres milieux. Elles vont vraiment les suivre, et les fourmis, elles, donc, les prennent pour des membres de leur colonie et vont donc, les héberger dans la colonie, et du coup ces parasites vont se nourrir de tout ce que les fourmis ont trouvé, donc ils survivent vraiment à l'intérieur de la colonie. Et ce qui est vraiment extrêmement surprenant, c'est que les chercheurs ont étudié différentes espèces de coléoptères myrmécophiles, d'accord, qui ressemblent à des fourmis, donc ils ont tous évolué cette morphologie extrême, et ces couleurs marron, alors que les autres coléoptères sont noirs et plutôt plats et fins et allongés. Et en fait, ils se sont rendus compte en regardant leur génome que c'était des évolutions indépendantes. Il y avait eu au moins 12 fois de l'évolution indépendante vers des formes myrmécophiles qui vont ressembler à certaines espèces particulières de fourmis que vous voyez ici. Et donc ça a évolué de façon indépendante. Donc là, on voit bien une interaction entre le parasite et son hôte. Et cette interaction était tellement forte que le parasite a été totalement modifié du point de vue de son anatomie, de sa physiologie et de son comportement, et ce qui fait qu'il ressemble énormément à son hôte. Et nous, comme on est des omnivores, on ne se rend pas compte en fait, de cette dépendance qu'on a vis-à-vis d'autres êtres vivants, parce qu'on n'a pas d'adaptation comme ça aussi poussée vis-à-vis de certaines espèces, vu qu'on est capable de manger différentes choses. Mais pour les parasites, c'est vraiment des adaptations extrêmes. On a aussi des adaptations extrêmes sur les micro-organismes parasites. Donc, j'aime bien cet exemple d'un champignon parasite des mouches, donc le champignon Entomophthora. Et donc ici, c'est le parasite des mouches Musca domestica. Et donc ce champignon, donc, il va pénétrer à l'intérieur du corps de l'animal, et ensuite, il va se multiplier à l'intérieur du corps. Certaines des cellules vont aller vers le cerveau, et il va être capable de manipuler le comportement de la mouche. Elle va arrêter de se nourrir, elle va arrêter de voler, elle va marcher et aller le plus haut possible en haut d'une branche ou en haut d'une tige. Et ensuite, elle va arrêter de se déplacer une fois qu'elle est arrivée en haut. Et là, elle va avoir ses ailes qui vont prendre cette position-là, alors que normalement, au repos, les ailes sont repliées sur son dos. Et entre-temps, le parasite s'est multiplié à l'intérieur du corps, et ensuite, l'abdomen va exploser et toutes les spores vont être projetées un peu partout. Et donc, il y a une évolution du comportement pour que cet animal, cette mouche, aille le plus haut possible et écarte ses ailes afin que les spores puissent être disséminés le plus loin possible. Donc, vous voyez à quel point ce parasite est capable de manipuler cette mouche. Et donc, il y a des études qui sont faites actuellement pour essayer de comprendre comment ce parasite affecte le système nerveux et le comportement de ces insectes. On a aussi des cas, un peu, on pourrait dire, de symbiose poussée à l'extrême qui impliquent des virus. Donc, ce sont le cas de ces guêpes parasitoïdes. Donc, ce sont des toutes petites guêpes qui ont un très long ovipositeur ici qui leur permet d'injecter des œufs à l'intérieur de chenilles. Là, vous voyez une chenille qui est infectée, et il y a tous les œufs là, qui vont donner les descendants ici. Donc, ce sont des parasitoïdes, ils tuent leur hôte, donc à la fin, la chenille va mourir. Et ce qui est intéressant chez certaines de ces guêpes parasitoïdes, c'est qu'en même temps qu'elles injectent leurs œufs, elles injectent des particules virales. Et certains de ces virus contiennent de l'ADN. Et dans cet ADN, on trouve des gènes de virus, et on trouve aussi des gènes particuliers de cette guêpe. Et en réalisant des analyses de ces ADN, on s'est rendu compte que c'était des anciens virus
et que ces ADN de virus, ils avaient été incorporés dans le génome de la guêpe. Donc la guêpe, elle a des gènes de virus, elle va exprimer ces virus. Certains vont avoir de l'ADN et d'autres vont avoir seulement des protéines. Et donc ces particules virales, elles vont être importantes lors de la réaction immunitaire de la chenille. Elles vont empêcher en fait le système immunitaire de la chenille de réagir à l'injection des œufs et vont ensuite du coup permettre à ces œufs de se développer à l'intérieur de la chenille. Donc il y a des expériences qui sont faites où si on retire ces virus, les œufs ne peuvent pas se développer, le système immunitaire de la chenille est trop fort. Donc là on a vraiment donc des particules virales qui ont été réutilisées au cours de l'évolution. Ce ne sont plus vraiment des virus, ils peuvent plus vivre, enfin ils vivent plus tout seuls, hein, d'accord, ils sont incorporés à l'intérieur du génome de cette guêpe et au cours du cycle de vie de la guêpe, ils sont importants pour le développement des œufs à l'intérieur des chenilles. Donc si on regarde une espèce ou un individu, on a envie de le regarder par lui-même et il faut toujours imaginer qu'il est important pour d'autres espèces et il ne vit pas tout seul, il est toujours en interaction avec d'autres espèces. Donc par exemple, une photo d'un arbre pris dans une forêt, donc on imagine cet arbre tout seul, mais en fait non, sur lui on va trouver des lichens, on va trouver d'autres plantes. On peut trouver par exemple des plantes épiphytes, comme ici, cette plante de la famille des Broméliacées, qui peut contenir de l'eau, et dans l'eau on peut trouver de nombreux invertébrés. Ça peut aussi servir de site de ponte pour des grenouilles. Et donc voilà, un arbre, il n'est jamais tout seul, il est lui-même un écosystème pour d'autres espèces. Donc ces interactions, je vous en ai montré de différents types entre individus. On trouve aussi des interactions et des échanges importants à l'échelle de la cellule. Et donc on va voir tout d'abord l'exemple de Buchnera. Donc Buchnera, ce sont des bactéries qu'on trouve à l'intérieur des pucerons. Donc là vous avez une photo de pucerons. Les pucerons se nourrissent exclusivement de sève dans les plantes. Cette sève est très riche en sucre, mais par contre elle n'a pas les acides aminés essentiels dont les insectes ont besoin. Et en fait, quand on regarde les embryons de pucerons, les jeunes adultes, on trouve des cellules particulières, des grosses cellules qu'on appelle les bactériocytes. Et à l'intérieur de ces cellules, on a des petites bactéries Buchnera qui sont représentées en vert ici, qui se multiplient. Et donc dans les adultes, on trouve énormément de ces bactéries. Et ces bactéries vont être très importantes pour fabriquer les acides aminés essentiels dont le puceron a besoin. Donc aujourd'hui, on a des études importantes qui sont faites à partir du génome de Buchnera et du génome du puceron. Donc là, on a ce schéma qui a été fait dans un article récent. On voit à l'intérieur de la bactérie Buchnera plusieurs voies métaboliques qui permettent la synthèse de différents acides aminés que vous voyez ici et qui sont ensuite transférés depuis la bactérie jusqu'aux bactériocytes et ensuite à toutes les cellules du puceron. Et le puceron, lui, fabrique d'autres acides aminés à partir de sucre et à partir des autres constituants et qui retransmet ensuite à Buchnera. Donc on a des échanges très importants de métabolites. Et cette bactérie Buchnera, aujourd'hui, ne peut plus vivre sans son puceron et le puceron ne peut plus vivre sans Buchnera. Donc c'est vraiment une interdépendance qui est essentielle à la survie du puceron et à la survie de Buchnera. Et quand on regarde l'ADN de cette bactérie Buchnera, donc elle a un ADN qui est petit, et quand on le compare avec d'autres bactéries proches, on peut reconstituer un génome de la bactérie ancêtre ici, et vous voyez que toutes les zones blanches, ce sont des régions qui ont été perdues au cours de l'évolution, et aujourd'hui, le génome de Buchnera est beaucoup plus petit. Donc notre explication, en fait, c'est qu'au début, donc, on avait des bactéries qui étaient libres, qui avaient toute une série de gènes le long de leurs chromosomes circulaires, donc les gènes A, B, C, D, E, F, G, etc. Et parfois, donc, au cours de l'évolution, il y a eu certaines bactéries qui sont devenues parasites. Donc les bactéries parasites, elles vivent à des moments libres et à des moments à l'intérieur, elles peuvent vivre à l'intérieur de cellules. Et donc dans ces cas-là, on peut avoir évolution vers des gains de nouveaux gènes, des pertes de quelques gènes, mais en général, le génome reste assez gros. Et par contre, dans le cas de l'évolution de Buchnera, donc là, on a évolution vers des bactéries symbiotiques qui vivent à l'intérieur, constamment à l'intérieur d'une cellule. Et cette fois-ci, dans ces cas-là, on trouve des pertes de nombreux gènes. Il y a certains gènes de la bactérie qui sont parfois transférés
dans l'ADN de la cellule hôte. Voilà. Et on a des échanges très importants de petites molécules et d'acides aminés entre la bactérie et la cellule hôte de cette bactérie. Et donc, globalement, son génome devient de plus en plus petit. Donc, si on regarde nos cellules ou les cellules de levure, à l'intérieur de ces cellules, on trouve ces structures qu'on appelle les mitochondries. Et ces mitochondries ressemblent beaucoup à des Buchnera. Ce sont comme si c'était des Buchnera qui sont à un stade encore plus avancé de leur évolution. En effet, donc, dans ces mitochondries, on trouve des ADN circulaires, comme ceux de Buchnera ou des bactéries. Et ces ADN circulaires chez les humains sont constitués de seulement 37 gènes. Donc 16 000 nucléotides de long. Voilà. Donc on a ici l'ADN des mitochondries humaines. Et donc en analysant ces mitochondries, on s'est rendu compte qu'elles provenaient d'anciennes bactéries aérobies qui avaient été incorporées à l'intérieur de cellules. Et aujourd'hui, on a une interdépendance complète. Ces mitochondries ne peuvent pas vivre sans leurs cellules et nos cellules ne peuvent pas vivre sans ces mitochondries. Et donc on a une évolution qui est encore plus aboutie par rapport à l'exemple de Buchnera, avec la perte de nombreux gènes, et donc il y a beaucoup moins de gènes à l'intérieur de ces mitochondries. Ces mitochondries sont extrêmement importantes dans nos cellules. Ce sont les endroits où sont formées dans les cellules la molécule d'ATP, qui est extrêmement importante dans toutes les cellules de notre corps, parce qu'elle est très riche en énergie. Et donc, au sein de la membrane interne des mitochondries, on a des complexes de protéines ici, que vous voyez ici, complexes 1, 2, etc. Et ces complexes vont subir des réactions chimiques et vont permettre le transfert d'électrons d'un complexe à l'autre. Et ce transfert d'électrons va être associé à la sortie d'ions H+, à l'extérieur, dans l'espace intermembranaire ici. Et ensuite, donc, il va y avoir énormément d'ions H+, dans cet espace, et ces ions H+, vont avoir tendance à retourner à l'intérieur et à traverser cet autre complexe qu'on appelle l'ATP synthase, et ça va conduire à la formation de molécules d'ATP à l'intérieur de la mitochondrie. Et donc ces différents complexes protéiques, vous voyez, sont constitués de différentes sous-unités. Le complexe 1 de 45 protéines différentes. Et vous voyez que certaines de ces sous-unités sont codées par l'ADN mitochondrial, mais les autres sont codées par les gènes qu'on a dans nos chromosomes. Et donc on a ces complexes protéiques qui sont liés à la présence de gènes particuliers dans les mitochondries et d'autres gènes dans nos chromosomes. Et donc c'est la synthèse de ces différentes protéines qui va être faite en concertation, et ces protéines ensuite vont s'associer pour former ces différents complexes protéiques. Les mitochondries donc, sont des anciennes bactéries aérobies. Donc, au début, ces bactéries devaient posséder environ 5000 gènes. Et aujourd'hui, dans nos mitochondries, donc, il y a quelques dizaines de gènes, donc, selon les espèces, entre 3 et 67 gènes. Il n'y a que 1% du génome qui a été retenu dans les bactéries. En parallèle, on a eu aussi des bactéries photosynthétiques qui ont été endocytées, reçues à l'intérieur de certaines cellules qui ont donné les cellules photosynthétiques que l'on trouve chez les plantes ou chez les bactéries. Et donc ces organites sont ce qu'on appelle les chloroplastes. Et aujourd'hui, on trouve des chloroplastes avec de l'ADN qui contient entre 20 et 200 gènes. Donc il y a environ 2% de l'ADN qui a été retenu dans les chloroplastes. Donc ces interactions donc, sont extrêmement importantes. Nos cellules eucaryotes ne survivraient pas sans ces interactions avec les mitochondries. On a également des interconnexions qui existent et qui font intervenir du matériel génétique et de l'ADN. Donc si on regarde ici l'exemple d'une espèce avec des mâles et des femelles et qui donne des descendants, donc vous voyez, il faut 2 individus, les petits ronds ici, pour former un nouvel individu. Et si on regarde au cours du temps, on a parfois des événements de divergence ici, où on va avoir un lignage qui va donner l'espèce B, un autre lignage ici qui va se séparer, qui va donner l'espèce C, une autre ici qui va s'éteindre, et on peut définir comme ça différentes espèces avec des limitations ici qui sont plus ou moins arbitraires. Et ce qui peut se passer parfois, c'est qu'on peut avoir des individus d'une espèce C qui vont se croiser avec une espèce B, former des hybrides, et ensuite ces hybrides peuvent se recroiser avec l'une des 2 espèces, et donc on peut avoir comme ça passage de matériel génétique d'une espèce à une autre.
Donc on avait vu lors d'un cours précédent avec Laure Ségurel que dans notre génome, on a des fragments de Néandertal qui sont liés à ces hybridations qui ont eu lieu précédemment. Donc là, vous avez des schémas de tous les chromosomes qu'on trouve chez les êtres humains. Et les régions rouges, ce sont des régions de Néandertal qu'on a trouvées chez certaines personnes. Donc aujourd'hui, on considère que chez un Européen, on trouve environ 1 à 3% d'ADN de Néandertal. Et ces séquences d'ADN sont parfois associées à certaines maladies ou certaines constitutions de la peau, des ongles, des cheveux, avec la kératine par exemple. Voilà, donc ça confère certains traits caractéristiques. On a l'exemple aussi des loups noirs de Yellowstone qui est intéressant. Donc à Yellowstone, il y a eu quelques loups qui ont commencé à apparaître noirs. Et les chercheurs se sont rendus compte que c'était lié à un seul gène. Et ils ont étudié ce gène et ils ont trouvé la région qui faisait que les loups étaient noirs. Et ils ont trouvé que la séquence correspondait exactement à une mutation et aux séquences voisinantes qu'on trouve chez certaines races de chiens qui sont noirs. Et donc l'explication qu'on a aujourd'hui, c'est que ces loups noirs de Yellowstone dérivent d'une hybridation avec des chiens domestiques qui étaient noirs. Donc chez les chiens, on a des génomes donc là qu'on représente en orange. Il y a eu sélection de chiens noirs dans certaines races avec une mutation bien particulière, une délétion de quelques lettres de l'ADN. Et chez ces loups noirs, on trouve effectivement cette délétion, exactement la même délétion, et aussi exactement les mêmes séquences de part et d'autre de cette délétion. Et donc ça laisse penser qu'il y a eu hybridation. Et ensuite, comme il y a eu plusieurs croisements, le fond global est plutôt le génome du loup, sauf cette petite région qui est noire. Et on a l'impression qu'il y a de la sélection, donc ce caractère noir est sélectionné au cours de ces quelques générations. Il y a de plus en plus de loups noirs dans certaines régions de Yellowstone. Donc c'est un exemple intéressant où on voit un mélange d'animaux, hybridation entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Un autre exemple intéressant sur les papillons. Donc les papillons du genre Heliconus sont très étudiés actuellement par les chercheurs parce qu'ils ont un polymorphisme très important au niveau de leurs ailes. Donc vous voyez ici, il y a une seule espèce, Heliconus erato, et on trouve des papillons qui sont extrêmement différents selon les endroits où on va les collecter en Amérique du Sud. Et à ces mêmes endroits, quand on trouve une forme, on en trouve aussi une autre qui ressemble énormément du point de vue des ailes, alors que c'est une espèce différente, Heliconus melpomenae. Et donc vous voyez, à chaque fois, dans différentes régions, on va trouver des morphes qui se ressemblent. Ces morphes produisent tous des substances toxiques pour les oiseaux. Donc en général, un oiseau va en manger un, et ensuite il va le recracher, il va voir que c'est toxique, et après il va se souvenir et ne plus jamais remanger un papillon qui va avoir exactement la même forme. Donc on parle ici de mimétisme mullérien, où on a deux espèces toxiques qui se ressemblent, et on pense que c'est adaptatif, parce qu'en ressemblant à une espèce toxique, les individus ont moins de chances de se faire manger. Et donc en étudiant les bases génétiques de cette différence, donc les chercheurs se sont intéressés à la couleur rouge ici, et ils ont vu que c'était lié à un seul gène, une seule région du chromosome, qui s'appelle Optix. Et alors, ils ont réalisé des phylogénies, donc des arbres phylogénétiques, comme on avait vu dans le cours sur l'ADN, pour essayer de regarder comment on peut classer ces différents morphes en fonction de leur ADN. Donc, quand on regarde l'ADN de tous les chromosomes, on a un regroupement par espèce, avec ici le groupe des sylvaniformes, ici des melpomenae et ici des cynos. Et dans chaque groupe, on a les différents morphes. Et par contre, quand on fait une phylogénie qui est basée uniquement sur ce petit morceau de chromosome qui est associé à la couleur rouge, vous voyez qu'ici, par exemple, on va mettre ensemble des papillons qui ont des couleurs rouges qui se ressemblent, ces deux-là par exemple, ou ici les taches rouges de l'aile antérieure, vous voyez qu'ils sont regroupés ensemble, alors qu'ils font partie d'espèces différentes. Et on a la même chose ici. Donc l'explication qu'on a pour ça, c'est qu'il y a eu au cours de l'évolution accumulation de mutations dans ce gène
qui fait qu'il va être exprimé soit par exemple dans les zones où il va y avoir du rouge ici, ou soit les zones du bas, et donc il va être associé à différents patterns de rouge. Et cette évolution-là, on pense qu'elle a eu lieu d'abord dans une seule de ces espèces, et ensuite, une fois que ce pattern-là était présent, il y a eu des phénomènes d'hybridation qui fait que ce pattern s'est transféré d'une espèce à une autre. Et par exemple, si Melpomene s'est hybridée avec Sylvaniforme, elle a pu donner du coup des individus sylvaniformes avec ce pattern rouge ici, qui n'existait pas au départ chez les sylvaniformes. Et donc cette hybridation, on voit qu'elle est assez ancienne, parce que quand on regarde le reste du génome, on a vraiment une séparation qui se fait en fonction des espèces. Et donc il y a eu cette hybridation, puis ensuite, par croisement, l'ensemble du génome est plus ou moins revenu à l'espèce de départ, sauf cette zone qui est liée à la pigmentation particulière des ailes. On avait vu aussi dans un cours précédent qu'il y avait eu des transferts d'ADN liés à des changements de capacité métabolique, notamment chez les pucerons, la capacité à synthétiser les caroténoïdes, qui était liée au transfert d'ADN de champignons dans le génome des pucerons. Et on avait la même chose aussi chez une araignée rouge et chez la cécidomie, qui sont toutes les deux du coup capables de fabriquer des caroténoïdes, alors que normalement les animaux ne sont pas capables de fabriquer ces caroténoïdes. Et donc ça nous rappelle ce que disait André Lwoff, où il disait, voilà, peut-être que plus tard, les sciences physiques nous permettront d'introduire dans le patrimoine héréditaire un matériel pour contrebalancer la tendance naturelle. En fait, la nature n'a pas attendu les sciences physiques. Il y a ces transferts qui existent et qui, de temps en temps, nous permettent à certains lignages de récupérer des capacités métaboliques qui avaient été perdues parfois au cours de leur évolution. Donc ces échanges, on les trouve aussi dans notre corps humain. Donc cet exemple ici est très intéressant. Donc chez les Japonais, en étudiant les bactéries de leur tube digestif, on s'est aperçu que les bactéries classiques qu'on trouve dans les tubes digestifs des êtres humains ont incorporé dans leur ADN des gènes particuliers qu'on trouve chez normalement des bactéries marines, donc cet ADN bleu. Et cet ADN, il code différentes enzymes, des porphyranases ou des agaranases, que vous voyez ici. Donc ce sont des enzymes qui sont capables de dégrader les algues. Et donc on pense que voilà, les Japonais, de nombreux Japonais, dans leurs bactéries, ont cet ADN de bactéries marines qui leur permet de digérer des algues, alors que les Européens n'ont pas ces ADN dans leurs bactéries. Et donc c'est des transferts qui ont lieu entre bactéries, mais qui pourraient aussi participer à la digestion des êtres humains via ces bactéries. Voilà, donc nous avons vu différents types d'interactions, donc des interactions métaboliques entre individus et aussi à l'intérieur des cellules avec Buchnera et les mitochondries. Nous avons également vu des transferts de matériel génétique qui peuvent se faire soit par hybridation ou soit par transfert horizontal, par d'autres mécanismes qui sont encore mal connus via des virus ou d'autres choses. Et nous avons vu aussi d'autres interactions à l'échelle entre individus. Donc toutes ces interactions montrent que l'arbre de la vie n'est pas uniquement un arbre. Et donc si on regarde, nous, ici, on est l'extrémité d'une de ces branches, on fait partie des eucaryotes, mais au cours de notre évolution, il y a eu un passage de bactéries dans notre lignage. Donc ici, ça représente les mitochondries. Et ici, cette lignée verte, ça va représenter les chloroplastes, qui vont donner les plantes à fleurs et les algues. Et donc vous voyez que dans cet arbre, il y a de nombreux échanges de matériel génétique. Et notre matériel génétique n'est pas uniquement issu d'un lignage. Il y a eu quelques échanges qui se sont faits au cours de cette histoire évolutive. Donc chaque entité vivante est finalement une mosaïque de différents éléments qui se sont ajoutés progressivement au cours de notre histoire évolutive. Et il y a eu petit à petit des complexifications. Donc si on regarde par exemple le nombre de minéraux nécessaires au cours de la construction de différentes choses fabriquées par l'homme, donc pour les moulins, il y avait environ besoin de 6 minéraux différents. Et aujourd'hui, pour fabriquer des panneaux solaires, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Et donc au cours de l'évolution, on a ce même phénomène. Il y a de plus en plus de molécules différentes qui sont fabriquées par les êtres vivants, de plus en plus d'échanges et d'interactions de ces molécules.
Et on peut le voir aussi si on regarde les téléphones portables. Dans les années 90, il y avait environ 30 éléments chimiques dans un téléphone portable. Aujourd'hui, il y en a plus de 70. Et donc, il y a de plus en plus de ces interactions. Et au cours de l'évolution, il y a eu aussi des extinctions de masse où énormément d'espèces ont disparu, énormément d'interactions ont disparu, puis ensuite, ça a repris. Donc, on pourrait dire deux phases, des phases avec de plus en plus d'échanges, de plus en plus d'interactions et de dépendance, et des phases d'extinction où énormément d'espèces disparaissent et d'autres ensuite reprennent le dessus. Donc en conclusion, l'arbre du vivant est plutôt un réseau plutôt qu'un arbre. Il y a énormément d'échanges de matériel génétique entre les lignages. Ces échanges ont lieu à différents niveaux, donc des échanges de métabolites, des échanges de matériel génétique, des échanges à l'intérieur de la cellule ou entre organismes. Et tous ces échanges font que les êtres vivants sont interdépendants les uns des autres. Donc nous, dans notre vie actuelle, on a un peu perdu cette idée de dépendance, mais on est toujours extrêmement dépendant des autres êtres vivants. Et globalement, au cours de l'évolution, on a une complexification de ces relations entre les êtres vivants. Donc si vous voulez aller plus loin, donc ce livre d'André Lwoff est vraiment facile à lire et vraiment très intéressant sur ces pertes de voies métaboliques au cours de l'évolution. Cet article est très bien aussi de Scott Gilbert et collaborateurs. Il dit « Nous n'avons jamais été des individus, we have never been individuals », pour dire que nous sommes constitués pas seulement de nos cellules, mais aussi des bactéries qui sont indispensables à notre survie. Et finalement, dans le monde vivant, on a ces interdépendances qui sont extrêmement importantes. Vous avez aussi donc, ce livre de Marc-André Sellos, Jamais seul, que j'ai mis ici, qui retrace plein d'exemples de cohabitation, de co-construction, de symbiose entre des micro-organismes, des plantes et des animaux. Et aussi ce petit article écrit par Marc-André Sellos sur différents cas d'évolution par fusion, tels que les cas qu'on a vus aujourd'hui, de transfert de matériel génétique ou de fusion de cellules, ou aussi d'hybridation. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention.